Voici le plus redoutable char de combat au monde. Le char M1 Abrams. Son canon de 120 mm et son système de blindage sophistiqué en font le véhicule de guerre par excellence. Apparu sur les champs de bataille il y a un siècle, le char d'assaut a révolutionné l'art du combat. Depuis les affrontements de la Seconde Guerre mondiale durant l'hiver glacial, jusqu'au conflit de la guerre du Golfe dans un désert torride. Je mettrai à l'épreuve les plus grands chars d'assaut de l'histoire. Attention! Et je me joindrai aux hommes qui commandent les monstres blindés du 21e siècle. C'était génial! Voici le char M1 Abrams. C'est une arme qui a changé le monde. La puissance de feu. Rien ne conditionne davantage la capacité militaire. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine, afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Le char d'assaut est le roi des véhicules de combat blindés. Il combine rapidité, mobilité, force de frappe et une épaisse cuirasse protectrice de blindage. Au sein de toute armée moderne, le char de combat principal est une arme essentielle qui offre un maximum de mobilité et de puissance de feu. Vous ne voudriez pas recevoir ce genre d'attention? Voici le char M1 Abrams, le char de bataille le plus redoutable au monde en situation de combat. Je suis à Fort Irwin, dans le désert de la Californie, au centre d'entraînement national de l'armée américaine. Je compte y découvrir comment, 100 ans après avoir fait leur apparition sur les champs de bataille, ces bêtes monstrueuses ont été équipées des technologies du 21e siècle. Aujourd'hui, nous sommes aux premières loges, alors que le 11e régiment de cavalerie blindée prendra part à une simulation à grande échelle. Précédé par des véhicules de transport d'infanterie, un peloton de chars Abrams se dirige vers une ville soupçonnée de cacher des forces ennemies. L'objectif de cet entraînement est de parfaire nos habiletés lorsqu'on affronte un ennemi d'une force comparable à la nôtre sur le champ de bataille. Présentement, on a pris le contrôle de cette ville. Nos forces armées se rendent à un camp d'entraînement ennemi qui se trouve là-bas. Et les chars d'assaut M1 avancent pour vaincre l'ennemi. Les chars Abrams anéantissent le camp ennemi. Mais ce n'est pas suffisant. Pour s'emparer du camp, ils doivent se frayer un chemin à travers un champ de mines très dense. Pour parvenir à leur fin, ils lancent une charge linéaire de déminage, aussi appelée MICLIC. Il s'agit en fait d'une longue ligne d'engins explosifs C4. La technologie MICLIC nous aide à traverser les champs de mines ennemis. C'est une charge de déminage et elle dégage un sentier qui permet à nos chars d'assaut Abrams d'avancer dans le champ de mines de façon sécuritaire. Une fois le déminage complété, les chars Abrams de 68 tonnes s'empressent d'atteindre le camp ennemi afin d'éliminer leur cible. Mission accomplie. Le char Abrams est muni de 4 canons, dont le principal est un M256 de 120 mm fabriqué par Rheinmetall en Allemagne. C'est un canon à âme lisse conçu pour atteindre des cibles à une distance maximale de 3,2 km, ce qui est très impressionnant. Grâce à son système optique de pointe, il peut être utilisé tout aussi efficacement le jour ou la nuit. Les 3 autres canons du char Abrams sont des mitrailleuses. La Browning M2HB, la Ma-12, de calibre 50, est installée à l'extérieur de l'écoutier du chef de char.
On retrouve également 2 mitrailleuses M240 Bravo de 7,62 mm. La première est alignée avec le canon principal et la seconde est maniée par le chargeur en situation de combat rapproché. La cuirasse du char Abrams est conçue pour faire dévier les tirs ennemis. Et son blindage angulé assure une protection optimale en cas d'attaque frontale. Son arme secrète est un matériau composite appelé blindage Chobham, qui est formé de plusieurs couches d'acier, de céramique, de plastique et de Kevlar. Lorsqu'un projectile frappe le char, la céramique le déforme et l'empêche de percer la cuirasse. Des poches d'air empêchent aussi le choc de l'impact de pénétrer l'habitacle. Pour en apprendre davantage sur le char Abrams, je vais rencontrer une sommité en la matière à Fort Irwin, le maître artilleur et sergent de première classe, Christopher Fowler. Je suis affecté au char d'assaut depuis 16 ans. Depuis que tu t'es joint à l'armée. Eh bien, disons que ça fait très longtemps. Tu dois beaucoup aimer ce système d'armes. En effet, très peu de gens peuvent se vanter d'être montés à bord d'un char d'assaut. C'est une combinaison unique de vitesse et de puissance. Le char peut atteindre 65 km/h et abattre des hélicoptères. Il peut vaincre pratiquement tout sur le champ de bataille, dont les chars d'assaut ennemis. C'est une technologie très impressionnante. Et combien de personnes faut-il pour faire fonctionner un char comme celui-ci? Il faut 4 hommes. En tant que chef de char, je supervise l'ensemble des opérations. Il y a aussi le conducteur, puis le chargeur, dont la tâche est de mettre les obus dans le canon, et le canonnier qui doit repérer et abattre les cibles. Le compartiment principal abrite 3 hommes. Une fois les coutilles refermées, cette boîte d'acier blindé devient leur domicile. Le canonnier en poste dans ce char est le soldat Jacob Winstanley, âgé de 19 ans. J'occupe cette fonction depuis environ 6 mois. Je m'occupe principalement du canon de 120 mm et de la mitrailleuse coaxiale M240 Bravo. Et tu utilises tous ces instruments devant toi. Je peux alterner entre l'un ou l'autre des canons grâce à un interrupteur. Il faut d'abord sélectionner le canon principal ou coaxial. Ensuite, on choisit les différents types de munitions. Et pour voir au loin, on utilise le dispositif de visée principale, par l'entremise duquel on opère les 2 systèmes d'armes. À quoi sert cette lentille juste à côté? C'est ce qu'on appelle un infrarouge à vision frontale. Ça facilite le repérage lorsqu'on est en mouvement, particulièrement la nuit. Comment se sent-on lorsqu'on se déplace à 65 km/h dans toutes les directions et qu'on tire avec ce système d'armes? On a l'impression de tricher. C'est un peu injuste pour nos ennemis, mais j'imagine que notre objectif n'est pas d'être juste. Attention! Sergent Fowler, ce jeune homme est un soldat. Est-ce que ce sont les fonctions typiques d'un soldat? Il y a beaucoup de responsabilités. Habituellement, le canonnier est un spécialiste de rang supérieur ou un sergent. Alors comment est-il devenu canonnier? Eh bien, le travail d'un canonnier de char s'apparente un peu aux jeux vidéo. Et Winstanley était très doué dans ce domaine. On l'a soumis à des simulations de tir et il s'est très bien débrouillé. Il a mérité son poste. Que penses-tu du fait qu'on t'accorde d'aussi grandes responsabilités? C'est vraiment un honneur pour moi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de manier les armes d'un char d'assaut. Alors, je me sens extrêmement privilégié. L'un des avantages du char Abrams est qu'il peut faire feu alors qu'il est en mouvement. Son canon et sa tourelle sont stabilisés par gyroscope à l'aide de moteurs électriques, ce qui permet au canon de demeurer stable sur les terrains caouteux. Des ordinateurs calculent la vitesse du char, la vélocité du vent et l'inclinaison du canon afin d'optimiser la portée et la précision du tir. D'après ce qu'on m'a dit, ce char d'assaut a été développé et construit en fonction de son moteur de 1500 chevaux vapeur, c'est bien vrai? Oui, c'est un moteur à réaction à turbine à gaz qui utilise du carburant d'avion JP-8. Son réservoir de 1892 litres permet au char de parcourir 449 km sans refaire le plein, ce qui équivaut à une consommation de 250 mètres par litre. La vitesse de pointe du M1A2 Abrams est d'environ 65 km/h, et il est si peu bruyant qu'on l'a surnommé le murmure de la mort. Le chargeur a pour tâche d'armer le canon principal. Lorsqu'un obus est tiré, il est expulsé du canon à une vitesse d'environ 4000 km/h. J'ai entre les mains l'une des munitions les plus inusitées que j'ai jamais vues. C'est un obus à sabot. Le canon de 120 mm utilise 3 différents types d'obus, dont celui-ci, qui est conçu pour l'entraînement. Il pèse environ 30 kg et il faut 3 secondes pour le charger dans le baril du canon avant de faire feu. Sa cadence de tir maximale est de 8 à 9 coups par minute. Afin de constater la véritable puissance de ce canon, je prends place dans le char Abrams pour tirer un obus à sabot. Chargement!
C'était génial! Oh mon Dieu! C'est tellement rapide et explosif! On peut sentir toute la puissance! De nos jours, le M1A2 Abrams est considéré comme le meilleur char de combat au monde. Malgré ses 68 tonnes, il est aussi agile qu'une panthère et aussi explosif qu'un baril de dynamite. Pour mieux comprendre ce qui rend le Abrams si redoutable, jetons un coup d'œil à l'histoire des chars d'assaut. Les premiers chars sont primitifs lorsqu'on les compare aux Abrams. Mais à l'époque, ils constituaient de véritables innovations technologiques. Durant la Première Guerre mondiale, les armées européennes se retrouvent rapidement embourbées dans des guerres de tranchées statiques. En raison du feu nourri des mitrailleuses et de l'artillerie, les charges de masse deviennent inefficaces et on doit élaborer de nouvelles stratégies pour briser les lignes ennemies. La tactique la plus prometteuse est d'utiliser des véhicules blindés équipés de mitrailleuses et de chenilles, semblables à celles des tracteurs de ferme. Ces engins sont conçus pour traverser le No Man's Land et les barbelés, tout en protégeant des tirs ennemis les soldats qui y prennent place. Toutefois, leur vitesse de pointe est d'environ 3 km à l'heure seulement. Au début de la Seconde Guerre mondiale, des théoriciens militaires avant-gardistes entrevoient leur potentiel et le char d'assaut est prêt à dominer le champ de bataille. L'un des véhicules blindés les plus respectés de la Seconde Guerre mondiale est le Hellcat américain. Et je me suis rendu dans le désert du Nouveau-Mexique pour essayer l'un des derniers modèles en état de marche. Construit par Buick, c'était le véhicule de combat chenillé le plus rapide de la Seconde Guerre, avec une vitesse de pointe d'environ 96 km à l'heure. Voici le chasseur de chars M18A1 Hellcat, un véhicule blindé conçu spécialement pour détruire les chars d'assaut ennemis. Le Hellcat est muni d'un canon à grande vitesse initiale de 76 mm. Grâce à son poids de moins de 18 tonnes et à son blindage de 25 mm seulement, ce fut le véhicule de combat blindé le plus rapide de son époque. Alors Dan, comment le char d'assaut est-il devenu un joueur aussi important durant la Seconde Guerre mondiale? Ce sont les Allemands qui ont perfectionné l'utilisation du char d'assaut dans ce qu'ils appelaient la guerre éclair. Le commandement allemand se servait de blindés pour mener leurs attaques contre d'autres armées. Ils détruisaient tout sur leur passage avec leurs canons. Puis l'infanterie suivait derrière les chars d'assaut. C'est ainsi devenu une stratégie prédominante de la Seconde Guerre. Est-ce que le Hellcat a été développé dans un but particulier? Oui, en effet. On voulait concevoir un véhicule rapide et mobile, capable d'anéantir les chars d'assaut ennemis. Le Hellcat pouvait-il percer le blindage d'un Tiger allemand? En théorie, le Hellcat était censé abattre les chars allemands en visant les flancs, les chenilles ou le compartiment moteur, puis prendre la fuite rapidement. Afin de constater de quoi le Hellcat est capable, Dan m'autorise à le soumettre à quelques essais. Nous allons tester sa rapidité et sa maniabilité. Mais d'abord, j'ai besoin d'une leçon de conduite. Tout d'abord, tu dois tendre la main droite derrière le siège. Il y a une boîte à cet endroit et tu vas sentir 2 interrupteurs. Oui? Ça sert à mettre la batterie en marche. OK. Ensuite, tu vois cette poignée noire juste devant toi? Oui. Tire-la 4 fois. 1, 2, 3. C'est l'amorceur. C'est fait. Maintenant, tu vois à ta gauche ce commutateur? Oui. C'est écrit magnéto, gauche, droite ou les deux. Actionne les deux. D'accord. C'est un moteur d'avion, alors les 2 magnétos doivent être en fonction. OK. Pour conduire, il y a 2 leviers devant toi. Je vois. Ce sont les freins. Il n'y a pas de marche arrière sur ce véhicule. D'accord. La direction est actionnée par le freinage. Si tu tires le frein droit, tu vas tourner vers la droite. Ah, je comprends. La pédale d'accélérateur est peinte en rouge, tout près de ton pied droit. Je vois. Tu es prêt à conduire? Appuie sur l'accélérateur. Et voilà. Afin de déterminer si j'ai les aptitudes nécessaires pour manœuvrer plus habilement qu'un Tiger allemand, je vais conduire ce M18 Hellcat le plus rapidement possible entre ses drapeaux en tentant de détruire les barils. Ce monstre de guerre peut atteindre 96 km à l'heure. Voyons ce que je pourrais en tirer. J'ai adoré cette expérience.
C'est un peu comme conduire un vieux tracteur. Vous freinez d'un côté et l'autre chenille continue de vous faire avancer. Il faut continuellement actionner et relâcher les freins. C'est un exercice plus éprouvant qu'on pourrait le croire. Il faut parfois tirer à deux mains pour faire un virage serré. Bien réussi. Merci beaucoup. Je dois admettre que ça a été une expérience vraiment formidable. Parfois, je me dis que j'ai le meilleur emploi au monde. J'ai été étonné par la maniabilité de ce véhicule. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile. Il faut simplement avoir assez de force dans les bras pour tirer les deux leviers de frein. C'est vrai. À un certain moment, j'ai dû me servir de mes deux bras pour actionner le frein gauche et faire un virage plus serré. La vitesse m'a un peu déçu. Le Hellcat est censé atteindre 96 km/h. Quand on conduit dans le sable, ça absorbe une grande partie de l'énergie des chenilles. Et chaque fois qu'on actionne un frein, on réduit de moitié la puissance du véhicule. Je comprends. Le Hellcat est doté de 3 types d'armes à feu. La première est un canon de 76 mm, la deuxième est une mitrailleuse M2 de calibre 50, et finalement, chaque membre d'équipage possède une carabine M1 comme dernière ligne de défense. Les munitions pour ces 3 types d'armes sont de tailles très différentes, afin de faire face à une multitude de situations de combat. Dans le cadre de ce test, je vais essayer les 3 armes pour mesurer leur force de pénétration sur de véritables cibles. D'abord, nous avons du Kevlar de 6,3 cm d'épaisseur qui se retrouve dans le blindage des véhicules militaires d'aujourd'hui. Puis, je testerai les armes du Hellcat sur une plaque d'acier de 5 cm d'épaisseur qui représente la cuirasse d'un char allemand léger de la Seconde Guerre. À l'arrière se trouve une cible vulnérable symbolisant un torse humain. Pour établir une première référence, je vais faire feu avec la carabine M1 à une distance de 100 mètres. Et voilà. Comme je m'y attendais, la balle de calibre 30 n'a pas pénétré le Kevlar. Et le deuxième projectile a simplement ricoché sur la plaque d'acier. Essayons le calibre 50. Attention, c'est parti! C'est étrange. La balle n'a pas pénétré complètement le Kevlar. Mais s'il y avait quelqu'un de l'autre côté, il aurait eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing très puissant à la poitrine. Ici, on constate que le calibre 50 n'avait aucune chance de percer la plaque d'acier. Si vous étiez dans un char d'assaut, ce serait plutôt troublant d'entendre les balles ricocher sur la cuirasse. Mais à l'intérieur, vous seriez bien protégé, car les balles ne pénètrent pas. On va maintenant essayer le canon principal pour voir ce qui se produit. Pour me donner un coup de main en tant que chargeur du canon de 76 mm, j'ai fait appel au capitaine Daniel Firmaglich, qui était chef d'équipage de char Abrams durant l'opération Desert Storm. On va tirer 2 coups. D'abord sur le Kevlar, et ensuite sur la plaque d'acier. Tu as trouvé la cible? Un instant. Ça y est. Il faut que j'ajuste l'orientation et l'élévation. OK. Je m'approche. Ça y est, presque. Je crois avoir la bonne orientation et l'élévation aussi. Tu peux charger le canon. OK. Prêt à tirer? Ça y est? Attention! Le Kevlar est détruit. OK. Prêt? Vas-y. Attention! Sécurisé. On dirait que nos 2 cibles ont été détruites. Déjà. Génial. Beau travail. Bien joué. C'était plutôt simple, à vrai dire. Le viseur est très précis. Et je me suis tout de suite rendu compte que le Kevlar était complètement détruit.
En ajustant les dispositifs d'orientation et d'élévation, ça a été facile de viser la deuxième cible. Je me demande à quelle cadence on réussirait à tirer les obus, même si on forme un équipage inexpérimenté. Aussi rapidement que le chargeur met les obus dans la culasse et que tu peux viser la cible. On va jeter un coup d'œil aux résultats. Suis-moi. Le Kevlar a été transpercé. En effet. Alors, de toute évidence, on constate que le Kevlar n'est pas de taille contre ce type de munitions. Le but a pénétré à cet endroit et la fibre de verre a éclaté de l'autre côté. C'est assez dévastateur. Quand on jette un coup d'œil à la plaque d'acier, on voit qu'on a visé dans le mille. Le correcteur de pointage est génial. L'impact a défait les soudures. On avait une plaque d'acier de 5 cm d'épaisseur, extrêmement résistante. Et elle a été complètement détruite. Le but l'a pratiquement fait fondre en la pénétrant. Elle a été pulvérisée. C'est une immense quantité d'énergie cinétique qui a traversé cet objet. Je peux passer mon poing dans l'ouverture. Regardez ça. Même la deuxième plaque d'acier est trouée. Ce type de but est vraiment conçu pour pénétrer le blindage d'un char d'assaut. C'est très efficace. Évidemment, nos cibles secondaires sont censées être protégées par le blindage. Mais elles ont aussi été détruites. C'est terrible. En voilà un autre morceau. Quel ravage. Quand vous êtes déchiqueté de la sorte, ça augure mal. C'est une mauvaise journée. Un anéantissement total, c'est le cas de le dire. Alors, un projectile de 5,5 kg a déplacé et transpercé 360 kg d'acier. C'est du sérieux. Maintenant que nous savons de quoi le canon principal du Hellcat est capable contre des plaques d'acier et de Kevlar, je vais tester les mêmes armes sur un vieux camion. Je vais d'abord essayer de détruire la cible avec la mitrailleuse de calibre 50, et si je n'y arrive pas, le canon principal fera sûrement l'affaire. Les obus de 76 mm, qui pèsent 5,5 kg, sont propulsés à 640 mètres à la seconde. Prêt? En joue. Le chef de char Abrams, Dan Firmaglich, agira à titre de chargeur et de repéreur durant ce test. À gauche. Et voilà. À gauche, à gauche. Plus à gauche. Un peu plus haut. Bravo. En plein centre. Maintenant, essayons le canon principal. D'accord. T'es prêt? Un instant. Je suis déjà familier avec les dispositifs d'orientation et d'élévation, car ils sont autant utilisés dans l'artillerie et les chars d'assaut que dans l'infanterie, avec les armes collectives. Dis-moi quand tu seras prêt et je vais charger le canon. OK, vas-y. Chargement. Parfait. Le canon est chargé. Attention! La cible est restée intacte. Je fais les ajustements. Mon premier tir en direction du camion était trop bas et plus à gauche que je m'y attendais. Vas-y. OK, attention! Le camion est anéanti. Tu as fait sauter le toit. Génial! J'ai corrigé le tir et j'ai fait exploser la cible. C'était splendide. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les chars d'assaut ont été classés en 3 catégories. Les chars légers, comme le Hellcat américain, étaient utilisés avant tout pour la reconnaissance. Le Tiger allemand était un char lourd qui servait principalement aux opérations d'assaut et aux percées offensives. Les chars moyens, comme le M4 Sherman, étaient les principaux chevaux de bataille et formaient la majorité des effectifs. Toutefois, le changement de climat politique a amené de nouvelles idées quant à l'utilisation stratégique de ces véhicules. Les États-Unis et l'Union soviétique, d'anciens alliés lors de la Seconde Guerre, se mesurent l'un à l'autre durant la guerre froide. Si le conflit dégénère, on redoute que les Russes ne déclenchent un gigantesque assaut à travers l'Europe, mené par leur imposante flotte de chars T-55. Afin d'en apprendre davantage sur le T-55 russe,
Je vais rencontrer l'ex-spécialiste en récupération de chars, Dave Wang. Le T-55 est le char le plus produit de l'histoire. On estime qu'au-delà de 100 000 exemplaires ont été produits. Sa popularité était due à sa robustesse et à sa fiabilité. De plus, il était fabriqué en série. Et comme le disait Staline, la quantité est une qualité en soi. Le T-55 est propulsé par un moteur diesel V12 refroidi à l'eau d'une puissance de 580 chevaux-vapeur. Sa vitesse de pointe est de 55 km/h et il possède une autonomie de 400 km. Il est également doté d'un canon principal à âme rayée D10T de 100 mm. Bonjour Dave, et merci d'avoir accepté de me rencontrer. Si j'ai bien compris, c'est cette bête monstrueuse qu'on craignait de voir envahir nos villes si les Soviétiques avaient déclenché une guerre. C'est exact, Will. On a ici un char de combat soviétique T-55. C'était le principal blindé utilisé par les Russes durant la guerre froide. Et il a aussi servi aux Irakiens lors de la guerre du Golfe. Ce char a servi pendant l'opération Iraqi Freedom? En effet. Jetons un coup d'œil à ses particularités. Je remarque tout de suite le canon. De quel calibre est-il? C'est un modèle D10T de 100 mm. Et de toute évidence, ce n'est pas le baril qui est déformé de cette façon. C'est un bouclier thermique qui dissipe la chaleur. Quel type de blindage retrouve-t-on à l'avant? C'est un blindage frontal de 200 mm conçu pour la guerre traditionnelle. D'accord. À quel type d'arme sert ce support? À une mitrailleuse lourde Douchka, utilisée surtout pour abattre des avions. Le blindage latéral ne semble pas aussi épais. Il est de 100 mm. Et là, ce sont des réservoirs à essence? Oui, c'est un des défauts de conception du T-55. Si le char est atteint de côté par une balle, ces réservoirs vont exploser? Il pourrait exploser ou s'enflammer. Dis-moi, comment est aménagé l'intérieur pour les membres d'équipage? C'est extrêmement rudimentaire et très petit. Avec une silhouette aussi basse, le confort de l'équipage n'était pas une priorité quand ce char a été conçu. Allons jeter un coup d'œil. Ça a l'air vraiment exigu là-dedans. En effet, fais attention. C'est très serré. Incroyable. OK. Même pour se glisser à l'intérieur, c'est toute une épreuve. Ça y est. On est vraiment à l'étroit à l'intérieur de ce char. Absolument. Heureusement, je ne suis pas claustrophobe, mais si je l'étais, je paniquerais. Il est censé y avoir 4 membres d'équipage, pas vrai? Le conducteur, le canonnier, le chef de char et le chargeur. Le chargeur. Wow. Je ne suis pas très grand, je mesure un peu moins d'1,80 m, mais je pèse tout de même 90 kilos. Est-ce qu'il y avait des restrictions pour la taille de ces gars-là? Je crois qu'il devait mesurer moins d'1,70 m. Oh mon Dieu. Et jusqu'où recule cette pièce lorsqu'on tire? Elle se déplace jusqu'ici. Alors ça réduit encore plus notre espace. Je ne pourrais pas être penché de ce côté quand on fait feu. Wow, c'est vraiment incroyable. Et pour être capable de se retourner, de prendre un obus et de le charger dans le canon, il faut manœuvrer dans un espace extrêmement restreint. C'est vraiment très difficile de bouger dans cet espace. Il faut être vraiment agile pour faire partie de l'équipage d'un char soviétique. C'est le moins qu'on puisse dire. Le conducteur semble avoir un peu plus d'espace, pas vrai? En effet. C'est avantageux d'être un bon conducteur. Veux-tu conduire? Avec plaisir. Mon collègue John va t'expliquer comment faire. John Pomozano travaille avec Dave Wang à l'entretien des véhicules militaires afin qu'ils soient prêts pour l'action. Il va m'enseigner à conduire un T-55. Le compartiment du conducteur du T-55 est extrêmement petit. Ce char est doté d'une boîte de vitesse manuelle non synchronisée, ce qui rend le passage d'une vitesse à une autre assez difficile. Il faut être en mesure d'actionner simultanément les changements de vitesse, l'accélérateur et les leviers de direction. Je n'aurais jamais cru que j'aurais un jour l'occasion de conduire un char d'assaut ennemi, surtout en sol américain. Afin de rendre l'expérience plus intéressante, Dave a disposé des obstacles qui permettront de démontrer la mobilité et la force brute du T-55. On démarre.
John, dis-lui d'appuyer sur le frein, qu'il appuie sur le frein. Appuie sur le frein! J'étais tellement concentré à essayer de redémarrer le moteur que je n'avais même pas réalisé que je reculais. Ça y est! Bien entendu, j'essaie de comprendre le fonctionnement. Ça fait à peine 5 minutes que je conduis. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Bon sang! Comparativement au Hellcat, je dirais que ce véhicule est beaucoup plus difficile à conduire. Je n'arrivais pas à faire des virages aussi serrés. Le levier qu'on tire pour tourner vers la gauche est très difficile à actionner. Par moments, j'avais l'impression qu'il ne répondait plus. Maintenant, j'aimerais bien voir un expert comme toi à l'œuvre. Avec plaisir. Même si c'est un char soviétique, aujourd'hui, il est piloté par des Américains. Que dirais-tu que je retire ce drapeau? D'accord, vas-y. John, c'est le moment de mettre ce T-55 à l'épreuve. Je vais voir ce que je peux faire. C'est parti! Allez, vas-y! À gauche! À gauche! À gauche! Parfait! Écrase ce taxi! Allez, allez! Vas-y! Allons voir les dommages. D'accord. On parle d'un char de 36 tonnes d'acier, n'est-ce pas? Exactement. C'est un vrai mastodonte. Ce blindé n'est peut-être pas sexy, mais regardez ce taxi. Il est complètement démoli. Cette pièce est encore en bon état. Un petit souvenir. On peut voir l'endroit où les chenilles ont écrasé la carrosserie. Regardez la jante de ces trous. Cette pièce est conçue pour résister à une force considérable et elle est complètement déformée. C'est à ça que ce char d'assaut devait servir. À traverser l'Europe en écrasant des véhicules, en effrayant les gens et en anéantissant les obstacles. Merci pour cette démonstration et pour la leçon de conduite. Pas de problème. Beau travail. En réaction à l'apparition du T-55 soviétique, les forces de l'OTAN ont introduit leurs propres chars de combat principaux, tels que le M60 américain. Ce blindé était conçu spécialement pour affronter le T-55 en Europe. L'arrivée du M60 a incité les Soviétiques à opter pour le T-72, équipé de canons plus imposants de 125 mm. Le M60 a été remplacé par le char Abrams que l'on connaît aujourd'hui. Après avoir testé la puissance et la rapidité de deux chars d'assaut historiques, le redoutable Hellcat américain et le monstrueux T-55 soviétique, je vais visiter le plus grand centre d'entraînement pour équipage de chars au monde, afin d'apprendre ce qui rend ces systèmes d'armes aussi dangereux sur le champ de bataille. Pour savoir de quelle manière on entraîne l'équipage de chars M1A2 Abrams, je me suis rendu au centre de simulation Clark, qui possède un système d'entraînement virtuel hautement sophistiqué. Voici la salle de formation technique de combat rapproché. Aujourd'hui, l'instructeur Matthew Wood est aux commandes. Il va créer une simulation de combat pour moi. On peut reproduire tout ce qui est susceptible de se retrouver sur un véritable champ de bataille. Nos 64 modèles peuvent être utilisés simultanément afin de créer une simulation de guerre à grande échelle. Certaines des cibles que vous devrez abattre aujourd'hui sont des véhicules de combat BMP. Ils sont dotés de canons de 30 mm et peuvent également utiliser des armes anti-chars contre vous. Les autres cibles que vous aurez à détruire sont principalement des camions du type conventionnel. Voici un exemple de char T-72 ou T-80, le nouveau modèle employé par les Russes. Il a une portée de combat d'environ 2500 mètres.
Nous allons utiliser deux types de munitions dans cette simulation. Des obus à sabot pour pénétrer les chars et des roquettes à tête explosive pour les véhicules blindés légers. Et voilà les membres d'équipage qui vont t'accompagner. OK, allons-y. Je ferai équipe avec des membres de la 194e brigade blindée. Nous allons prendre place dans l'une des cabines de simulation, où je pourrai tester mes habiletés en tant que membre d'un équipage de 4 hommes. Le sergent Popham conduira le char Abrams, et j'occuperai le poste de canonnier. Le sergent Carrillo sera chef de char, tandis que le sergent d'état-major Mackenzie agira comme chargeur et instructeur. Le plus grand avantage de ces simulateurs, c'est qu'on peut mourir sans conséquence. Ça nous apprend ce qu'on doit éviter de faire. Allons-y. Ces cabines sont très spacieuses. Alors, on oriente les armes avec la paume des mains. D'accord? Et les détentes sont là. Place tes doigts dessus. L'interrupteur doit être enfoncé avec la paume. Comment on fait pivoter la tourelle? Tu as juste à déplacer tes mains là-dessus. OK. On y va. C'est parti. J'ai une cible. Canonnier, sabot, char, J'ai repéré le char d'assaut. Chargement. feu. Attention. Oh, j'ai raté la cible. Je viens de rater le premier véhicule blindé. C'est à cause du vent. OK, ça y est. À 1800 mètres, j'ai repéré la cible. C'est parti. Feu. Attention. Encore raté. Cette fois, on essuie les tirs ennemis. On réessaie. Chargement. Attention. Est-ce qu'ils nous ont tués? Ouais. Ah, c'est dommage. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croirait. Dans la réalité, nous serions morts sous les tirs ennemis, comme ces chars irakiens anéantis brutalement par les forces américaines durant la guerre du Golfe. C'est en passant des centaines d'heures dans le simulateur que les troupes américaines se préparent à affronter toute éventualité en véritable situation de combat. OK, on va inverser les rôles. Je vais te confier le poste de canonnier parce que de toute évidence, je ne suis pas très doué avec ces contrôles. Juste là, à ta droite, c'est le levier de contrôle du chef de char. Ta principale responsabilité est de repérer les cibles. D'accord. Dans mes nouvelles fonctions de chef de char, je vais me servir de la lunette de visée indépendante pour identifier les cibles et préparer le canonnier à les éliminer. Dès que tu auras repéré une cible, tu vas donner l'ordre au canonnier de faire feu. Par exemple, on dit canonnier, sabot, char. Les obus à sabot, comme on l'a mentionné, servent à éliminer les chars d'assaut. Oui. Je vais prendre la place du chargeur et dès que j'aurai chargé un obus, je vais dire « Prêt !» Tu devras leur donner l'ordre de faire feu ou d'ajuster le tir. Même si je n'ai eu que quelques minutes de formation, je dois prendre en charge cet équipage expérimenté dans le cadre d'un scénario élaboré et dirigé par la salle de contrôle. Cette opération s'apparente un peu aux exercices de tir réels qui sont répétés à Fort Irwin. Ces nombreuses heures d'entraînement permettent aux équipages de chars de perfectionner les aptitudes nécessaires pour affronter des situations concrètes. Dans cette prochaine simulation, dont je serai le chef de char, nous allons pénétrer en territoire ennemi et tenter de détruire des véhicules blindés avant qu'ils ne nous anéantissent. OK, c'est parti. Je crois que c'est une cible. Vas-y. Cible, sabot, char. Cible identifiée. Prêt. Feu. Attention. Cette fois, on a visé juste. Je vois une autre cible. On doit tirer un obus. Cible, sabot, char. Qu'est-ce qui te fait rire? On dit canonnier, sabot, char. Pardon, canonnier, sabot, char. Feu. Une autre cible atteinte. Canonnier, roquette, char. Prêt. Feu. Attention. On l'a détruite. Génial, en plein dans le mille. Beau travail. On a détruit tous les chars. Grâce à leur formation hautement sophistiquée, les membres de mon équipage sont parvenus à détruire chacune des 3 cibles. Merci beaucoup, les gars. Je ne peux pas imaginer ce que ça doit être de faire ça dans la vraie vie. Maintenant que nous connaissons les principales fonctions d'un équipage de chars Abrams, nous allons voir ce qui se déroule en situation de combat. Afin de mieux connaître les plus récentes méthodes d'entraînement utilisées pour manœuvrer un char Abrams, nous nous sommes rendus à cet immense chantier à Fort Benning. Cet endroit se nomme le complexe de tir numérique à usage multiple.
Ces membres d'équipage doivent participer à leurs derniers exercices de tir s'ils veulent se qualifier pour une mission de combat. Je vais suivre l'équipage du char Delta 23, alors que ces 4 jeunes hommes tenteront de réussir leur test de qualification pour le char Abrams. Le but de cet exercice est de s'assurer que tous les membres d'équipage sont qualifiés et qu'ils sont réellement prêts à être envoyés à l'étranger en situation de combat. Alors, c'est votre dernier test pour démontrer que vous êtes prêts au combat. Combien de temps avez-vous pour abattre chaque cible? On dispose de 50 secondes pour atteindre une cible une fois qu'elle apparaît. Il faut agir très rapidement. Qu'est-ce qui se passe si vous échouez? On a droit à une seconde chance, mais évidemment, on veut réussir à notre première tentative. À quel genre de cible vous attendez-vous? À des chars d'assaut, des véhicules de transport du personnel, quelques camions, des grenadiers et des troupes. D'accord. Eh bien, je vous souhaite la meilleure des chances. Je vous laisse vous préparer. Merci. Pour réussir leur test de qualification générale, les membres d'équipage doivent se soumettre à 6 exercices différents, dont le scénario et les cibles varient chaque fois. Aujourd'hui, l'équipage du Delta 23 subit son 5e test, qui comprend une variété de menaces. Stationnaire, en mouvement, frontal, de côté, rapproché et éloigné. Les membres sont notés en fonction de leur rapidité, de leur précision et de leur efficacité à atteindre les cibles. Chaque char d'assaut est équipé de caméras vidéo afin qu'on puisse surveiller les moindres actions dans la salle de contrôle. On se trouve présentement dans la salle de contrôle. Et ces gens derrière moi ont pour tâche de suivre de près chaque étape de l'exercice. D'un côté, il y a les stratèges qui ont conçu ce test, et de l'autre, le personnel chargé d'évaluer le rendement de l'équipage. La moindre action est notée et chronométrée. C'est le moment de se mettre à l'œuvre. Les chars sont envoyés sur le terrain et nous les suivons pour ne rien manquer de l'exercice. Il y a une cible qui vient d'apparaître juste là. Ça semble être une frappe directe. Droit au but. C'est réussi. C'est vraiment impressionnant. Le char a tout de suite repéré cette cible éloignée. En voilà une deuxième. En un court laps de temps, l'équipage a tiré 2 obus à sabot. Je dirais que l'intervalle était de moins de 15 secondes. Ça démontre à quel point ces gars-là travaillent bien ensemble. Ils doivent repérer la cible, À droite! viser avec précision et trouver toute autre cible secondaire qui représente une menace immédiate. Ils n'utilisent pas seulement le canon principal, mais également les armes secondaires si nécessaire. Les troupes sont dans cette région-là. Tout à coup, l'infanterie apparaît au loin et l'équipage du char l'anéantit aussitôt à l'aide de la mitrailleuse M240. Il y a une cible en mouvement de ce côté. Mais l'ennemi ne s'arrête pas là. L'équipage repère un véhicule de transport du personnel sur une crête, à environ 1 km. Ce ne sera pas une cible facile. C'est raté. Ils n'ont que quelques secondes pour rectifier le tir. Le sabot est chargé. Cible atteinte. Le véhicule de transport est neutralisé. À présent, l'équipage doit s'orienter de l'autre côté pour éliminer une escouade munie de RPG à moins de 230 mètres. Il ne reste plus que 2 cibles éloignées. Attention! L'équipage pourra-t-il les repérer et les détruire à temps? Il y en a 2 à midi, près de la plateforme. Les obus de 120 mm touchent la cible. Après avoir enrayé la dernière menace, l'équipage de char quitte le champ de bataille pour se rendre à la salle d'analyse après action. Les membres du Delta 23 ont droit à un rapport détaillé du test d'aujourd'hui. Même s'ils n'ont pas obtenu une note parfaite, ils pourront passer à leur dernière mission. Alors, pour vous qualifier, vous allez devoir réussir un 6e exercice demain, si je ne me trompe pas. On n'entend plus à rire. Vous allez devoir démontrer que vous êtes prêts à combattre. C'est notre Super Bowl. Vous pensez bien vous débrouiller? Oh oui. Tant mieux. Félicitations, les gars. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et je vous souhaite la meilleure des chances pour demain. Ça a été un plaisir. Merci.
Réussir à se qualifier pour le combat à bord d'un char Abrams M1A2 à la fine pointe de la technologie n'est pas une tâche facile. Mais je suis heureux d'annoncer que l'équipage du Delta 23 a réussi son dernier test. On comprend maintenant pourquoi le Abrams est le char de combat le plus redoutable de l'histoire. Le dévouement des membres d'équipage, jumelé aux meilleures méthodes d'entraînement, font du Abrams le roi incontesté des chars d'assaut. Ici Will Willis, je rengaine mon arme et vous donne rendez-vous bientôt sur le champ de tir.